Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. C'est un message excessivement important que lancent des proches d'une femme qui a subi un AVC, grave AVC, après plusieurs consultations à l'urgence, pourtant qui la laisse désormais là, dans un état de santé absolument épouvantable. Pour en parler avec nous, la meilleure amie de cette dame du nom d'Ouda Jribi, Madame Taïsir Souissi, qui vient nous parler ce matin. Madame Souissi, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, merci. Écoutez, je veux tout d'abord entendre de votre bouche cette histoire, ce qui s'est passé exactement, parce que dans les cas des AVC comme ça, on n'en parlera jamais assez, on sensibilisera jamais assez les gens à quel point ça peut être pernicieux. Racontez-nous ce qui est arrivé à votre meilleure amie. OK. Le 10 juin 2024, Ouda a eu un malaise au travail et est tombée subitement. Alors qu'elle marchait, elle a commencé à se balancer d'un côté à l'autre du corridor. Ses collègues ont appelé le 911. Les ambulanciers ont suspecté un AVC. Ils l'ont noté dans leur rapport avant de la transporter à l'hôpital Pierre-Boucher à la Rive-Sud. Le médecin qui l'a examinée disait qu'elle avait été amenée sur une fausse piste car Ouda avait signalé avoir eu de la diarrhée la veille. Alors, à son arrivée aux urgences, Ouda avait le visage affaissé, la langue molle, une tension artérielle très élevée. Elle avait 170. Elle avait des douleurs au niveau de l'épaule et du cou. Lorsque je lui ai parlé au téléphone, je lui ai demandé si un AVC a été diagnostiqué. Moi, je suis pas médecin, mais d'après ce que j'ai entendu, j'avais comme des doutes. Elle ne pouvait pas bien parler. Elle m'a dit qu'on va lui prescrire des anti-inflammatoires et de la physiothérapie. Donc, elle est rentrée chez elle avec un billet médical indiquant qu'elle devrait faire un petit arrêt de travail. L'après-midi, Ouda a beaucoup d'amis, donc elle a appelé un ami qui est un neurologue. Celui-ci lui a demandé de retourner immédiatement aux urgences et d'exiger un scanner, car selon lui, elle présentait pas mal de symptômes d'un AVC et devrait être hospitalisée. Elle est retournée aux urgences. Je suis pas sûre si c'est le même hôpital ou un autre sur la Rive-Sud. Mais elle a demandé un scanner, mais apparemment, ce n'était pas le type de scanner qui est capable de détecter un AVC. Elle a passé la nuit à l'hôpital. Le lendemain, le neurologue a lu son rapport. Selon Ouda, il lui a dit qu'il s'agissait peut-être d'un mini-AVC, car il n'a rien trouvé d'anormal dans son scanner. On lui a donné alors son congé de l'hôpital. En allant chercher sa prescription, elle a commencé à vomir. C'était très difficile, le retour à la maison. Surtout c'est elle qu'elle conduisait sa voiture. Elle m'a dit qu'elle allait dormir, puis elle va m'appeler le soir. Le soir, elle m'a appelé pour me dire qu'elle n'allait pas bien. Je lui ai demandé si je peux venir, mais elle m'a dit non, pas besoin, puisque de toute façon, on lui avait dit qu'elle n'avait rien d'urgent, rien de grave. La nuit entre le 11 et le 12, son fils s'est réveillé car il entendait sa mère l'appeler avec une voix rauque. Il l'a retrouvée par terre dans sa chambre en train de vomir. Il a essayé de me rejoindre et rejoindre une autre amie, mais notre téléphone était éteint malheureusement. Il a alors appelé le 911. Elle était transférée au CHUM où une intervention d'urgence a été réalisée mercredi à l'aube. Depuis le 12 juin, la vie d'Ouda et de son entourage s'est transformée en cauchemar. Elle est intubée, sédatée pendant plusieurs jours. Toute la partie droite de son corps est paralysée. Elle n'est pas capable de parler avec nous. Après 2 semaines au CHUM, elle était transférée aux soins intensifs de l'hôpital Charles-Lemoine à Longueuil. Depuis vendredi, Ouda a été transférée aux soins intermédiaires. Elle n'est toujours pas capable de parler ni d'avaler. Elle a une trachéo pour respirer, une sonde gastrique pour se nourrir. Moi, je dis qu'elle est quand même heureuse d'être entourée de personnes douées comme son frère, des amis loyaux, prêtes à tout pour l'aider, ainsi pour soutenir son fils. Sa mère et sa sœur en Tunisie ont déposé une demande de visa pour venir la soutenir et surtout pour être avec son fils parce qu'il a besoin d'un soutien psychologique.
Ouais. J'espère que le service d'immigration prendra en considération cette urgence pour délivrer un visa rapidement. Ouais, ça, c'est le genre de choses qu'on espère toujours, sincèrement. Non, ça donne froid dans le dos comme histoire. On vous entend la raconter également, Mme Swissi, avec beaucoup d'émotion, puis on vous comprend. C'est une situation qui est complexe, qui est lourde, puis qui est vachement frustrante. Ça, on peut bien le comprendre. Là. Il y a des lacunes dans notre système de santé, on les connaît. C'est rare qu'on peut se voir comme ça. Par contre, là, autant d'échecs de suite, d'être capable de diagnostiquer, puis on se comprend, c'est peut-être des symptômes atypiques, c'est ce qu'on dit là, d'un AVC, mais il y en avait quand même qui étaient présents. À qui vous appliquez la faute dans cette histoire-là? Est-ce qu'il y a un blâme que vous mettez sur que ce soit une organisation, une personne, quelque chose dans cette histoire-là? Moi, je pense, j'avais comme plusieurs mauvaises expériences aux urgences. Je pense qu'on ne prend pas les gens au sérieux. Quelqu'un qui se présente aux urgences, il se tape des heures pour attendre. Je pense pas qu'il est là pour faire de la comédie. S'il te dit que je me sens pas bien, il faut le croire, aller investiguer, faire un bon scanner pour détecter qu'il y a un AVC ou pas. Je trouve pas où est le mal si Ouda a passé le bon scanner pour détecter son AVC. On s'est pas rendu là. Ça prend quelques minutes. Elle n'était pas prise au sérieux. On lui a dit que tu étais déshydratée. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui est déshydraté, qui a la moitié de son visage qui est affaissé. J'ai jamais vu ça. Je comprends pas. Moi, j'ai jamais suivi des cours de médecine, mais il y a comme des réflexes. Il faut écouter le patient. Il faut écouter la personne. C'est son corps. Il sait que il y a quelque chose qui marche pas. Moi, mon ami, le médecin lui a dit, tu as 2 symptômes sur 4, que ça soit un AVC. Gardez-la, donne-lui quelque chose qui peut l'aider. Ne prescrivez pas une physiothérapie pour lui dire, ah, tu as mal dormi hier, peut-être que c'est à cause de ça. Non, c'est grave, je trouve que c'est grave. Ouais, c'est effectivement grave. Est-ce que vous avez l'impression que la surcharge, justement, vous le dites, les urgences sont pleines. Il y a plein de gens qui vont attendre. La plupart du temps, on se comprend que ça vaut la peine. Il y a des gens qui vont pas là un peu pour rien, mais on se comprend que c'est engorgé, là, les urgences ici au Québec. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est tellement surchargé qu'à force de voir des patients à la chaîne comme ça, les uns après les autres, mais on finit par banaliser un peu ce que les gens viennent nous raconter? Oui, on banalise les choses. Moi, j'ai vécu une situation avec mon fils qui s'est présenté aux urgences. 5 jours avec de la fièvre. On m'a dit, l'infirmière, elle m'a dit que de toute façon, ses poumons sont bons. Elle n'est pas un médecin pour me dire cela. Je suis partie chez moi, rassurée. Puis mon fils est en train d'avoir une pneumonie. Elle était hospitalisée 4 jours à la suite de ma visite aux urgences. Oui. Puis elle m'a dit, laisse les antibiotiques faire leur travail. J'ai dit, madame, mon fils ne file pas bien. Je suis maman, je le connais. Et il est tombé malade pas mal de fois. Cette fois-ci, je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. Il m'a dit, non, de toute façon, les poumons sont bons, tu peux partir. Imaginez, 4 jours, mon fils est hospitalisé à la suite d'une pneumonie. Non, on entend votre frustration, votre colère, puis franchement, à quel point ça vient vous toucher. Là. C'était votre fils, heureusement, j'espère, j'imagine qu'il s'en est bien tiré par la suite de tout ça, mais ça reste une très mauvaise expérience qui est là couplée à celle de votre ami à qui vous prêtez une voix absolument importante, je crois. Là. Sincèrement, là, on pense bien sûr à Ouda Jribi. On espère qu'elle va être capable de se remettre du mieux possible de cette expérience absolument horrible. On pense aussi à son adolescent, on pense à ses parents, sa famille qui veulent venir le voir. C'est un autre dossier complexe, là, je vous cacherai pas, là, Mme Swissi, là, les visas, puis l'immigration, puis tout ce qui doit passer par là. On n'est pas sorti du bois, là, j'ai l'impression, malheureusement, là, je ne veux pas être prophète de malheur là-dedans, mais on va quand même espérer. Merci de nous témoigner de cette histoire-là. Je pense que c'est important parce que malgré tout ce on en entend des histoires dans le système de santé, puis des cas qui sont mal pris en charge, puis des délais, puis tout ça, mais c'est que de temps en temps, ces cas-là se transforment en tragédie, comme c'est le cas en ce moment, puis c'est important, c'est courageux. Merci de nous rapporter cette histoire-là, Mme Taïsir Swissi. Merci beaucoup. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me permettre un petit hommage à mon ami? Bien sûr, allez-y. Merci. Je pense à toi, femme magnifique, gracieuse, éclatante, dotée d'un cœur en or, toujours prête à aider et soutenir chacun sans exception. Tu es mon amie à la fois délicate et d'une force incroyable.
Relève-toi, ma chère. Sois la résiliente que j'ai toujours connue. Tu triompheras de cette épreuve comme une championne, comme tu l'as toujours fait. Résiliente, combattante et déterminée. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez offerte pour partager avec vous la triste histoire de mon ami. Merci. Bonne journée. Très touchant, Madame Swissy. Merci beaucoup.